la rivière, les archéologues s'en occupent un peu, pas beaucoup. On s'occupe plutôt de ce qui se passe, ce qui se trouve sur les rives, sur les berges, au-delà même des berges. Mais de temps en temps, on trouve des objets qui nous permettent de comprendre à quoi a pu servir la rivière dans le passé. Alors, les découvertes, par exemple, récentes, quand on a construit le pôle de santé à Villeneuve, ça a été l'occasion de pénétrer profondément dans les limons de la rivière, enfin des berges, et on a trouvé donc un site de campement d'hommes préhistoriques qui vivaient en bordure de rivière il y a 25 000 ans. Et là, eux, ils vivaient, vous vous êtes plaint du froid aujourd'hui, mais à l'époque, c'est la glaciation. Et donc là, soyez satisfaits que le temps se réchauffe par moment parce que nos ancêtres néandertals ont connu des températures qui faisaient que le nord du pays, le nord de la France, l'Angleterre, était sous 25 mètres de glace. Hein, ça vous donne une idée. Et on pouvait aller à pied sec jusqu'en Amérique, jusqu'au Canada, puisque tout était recouvert par la banquise. Donc l'homme a survécu à ces périodes de glaciation, il est allé partout, et de temps en temps, on retrouve ces traces. Donc à 4 mètres de profondeur, au niveau du pôle de santé, on a localisé effectivement un site où la présence de pêcheurs, de chasseurs préhistoriques, il y a environ 25 000 ans. Donc ça, c'est intéressant. On s'est aperçu également que la rivière avait donc longtemps divagué à l'intérieur de cette grande vallée. Dans la largeur de la vallée, eh bien, la rivière a divagué, a déposé des dépôts de sable, de gravier, de galets un peu partout. D'ailleurs, quand on descend un peu plus bas en direction d'Aiguillon, eh bien, vous avez vu, dans la vallée, il y a des exploitations de sable, de grave, qui montrent bien, vers Fontgrave en particulier, eh bien, on a là des gens qui exploitent les dépôts de l'ancienne rivière qui divaguaient et qui déposaient énormément de dépôts de sable, de grave, de galets. C'est ce qui nous sert à construire actuellement nos maisons, ne l'oubliez pas. Et ces dépôts correspondent à une rivière qui avait des capacités d'eau considérables, nettement plus considérables que la rivière actuelle. La rivière a donc servi aux hommes, bien sûr. Elle a servi parce qu'on l'a exploitée, beaucoup plus que maintenant. Et puis, on s'en est aussi servi comme dépotoir. Et ça, on continue d'ailleurs. Au fond de l'eau, il y a beaucoup de choses. On retrouve beaucoup de choses jetées, perdues, volontairement ou pas volontairement. Donc, longtemps, on a dragué la rivière. Et c'est en draguant que l'on a remonté un certain nombre d'objets qui avaient été jetés ou perdus dans la rivière. Et on a pu remarquer en particulier qu'il y avait présence d'armes de différentes époques qui correspondent donc à des fréquentations de la rivière. Alors, fréquentation, traversée de la rivière, accident de navigation sur la rivière, peut-être des jets volontaires de certains de ces objets quand on voulait, avant de traverser la rivière sur un gué, s'assurer que les divinités de la rivière protégeraient les gens qui allaient traverser. Alors c'est un peu le cas, ça nous pose problème effectivement, c'est la découverte de ce genre d'objet comme là l'épée que vous avez en image. Donc c'est une épée de l'âge du bronze, c'est un alliage donc de cuivre et d'étain. C'est l'âge du bronze, c'était il y a 3000 ans, environ 1000 ans avant Christ. Eh bien on en a trouvé quelques-unes dans les dragages de la rivière. On ne sait pas si ce sont des épées qui ont été perdues à un moment où on a combattu sur la rivière, entre deux bateaux, deux barques, ou si on a jeté ces épées pour demander à la rivière un certain nombre de choses, et en particulier de traverser sans danger. En tout cas, il y en a quatre qui ont été trouvées dans le secteur de Sainte-Livrade, et ce sont de très très beaux objets, peu courants,
elles ne sont pas abîmées. Il manque juste la partie haute, c'est-à-dire la poignée, qui était certainement en os ou en bois et qui était fixée par des perforations. Il y avait des clous, des rivets qui tenaient la poignée. Donc ce sont des choses qui ont disparu, certainement des matériaux périssables. Ces épées ont une fabrication apparemment bretonne. Elles sont typiques de celles qu'on trouve en Bretagne. Donc ça laisse supposer qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour amener ces épées ici. Dans les fouilles que nous avons menées à Eysse, dans le quartier nord de Villeneuve, sur la ville romaine d'Exisum, eh bien, on a trouvé des navettes à réparer les filets. Alors ça signifie qu'il y a une activité de pêche au filet sur la rivière. Alors, c'est exceptionnel. Nous, on en a trouvé 2. Et il y en a une à Bordeaux, dans les fouilles de Bordeaux, qui ont en général été gigantesques dans Bordeaux. On est descendu à 20 mètres de profondeur, on a trouvé des milliers de choses. Eh bien, on a une navette. Et on est au bord du fleuve. Eh bien, rassurez-vous, à Villeneuve, on en a 2. Ce qui est mieux que les autres. Voilà. Excusez-moi, mais un petit peu de chauvinisme, de temps en temps, il en faut. Voilà, alors c'est donc un petit instrument qui possède donc 2 crochets, et c'est avec cela que l'on ramonde, que l'on répare les filets. Quand ils ont accroché au fond de la rivière, quand ils se défont, on répare le filet avec ces petits instruments. C'est du bronze. En voilà une autre, vous voyez. Donc c'est vraiment destiné à cet usage. Ah ben là, vous voyez, c'est des centimètres. Alors donc, vous avez là, ça fait une quinzaine de centimètres à peu près. C'est très petit, hein, c'est un petit... Alors, on met du fil là-dessus, et ça va servir à recoudre, à refaire les mailles du filet. Mais je vous ai parlé de l'âge du bronze, donc il y a 3000 ans, mais il y a eu d'autres événements guerriers dans notre région. On s'est beaucoup battu, et en particulier au Moyen-Âge, quand on s'oppose entre Français et Anglais. On a appelé ça la guerre de 100 ans. Elle a duré un peu plus de 100 ans, mais ce sont des épisodes où on s'est battu entre Français, essentiellement d'ailleurs, parce que en Angleterre, ne l'oubliez pas, le pays est aux mains des Français aussi, ne l'oublions pas. Et donc ce sont des guerres franco-françaises, en fait. Et donc dans la rivière, eh bien, on trouve des épées de cette époque-là. Et alors en particulier celle-ci, qui est une épée dont on possède des textes bordelais qui disent qu'il y a une catégorie d'épées typiquement bordelaise. Et alors le problème, c'est qu'on n'a jamais eu de dessin, on n'a jamais pu attribuer cette mention d'épée bordelaise, et les découvertes faites dans le Bief sous Villeneuve, donc celle-ci paraît bien être celle qui correspond aux descriptions des textes du Moyen-Âge, une épée fabriquée à Bordeaux. Voilà, donc là aussi, comment elles sont perdues, ben, on n'en sait rien. On peut supposer que les porteurs de ces armes traversaient la rivière sur un gué et étaient attaqués, bien sûr, parce que c'est un moment où on est faible quand on est au milieu de la rivière et qu'on traverse. Et donc, quand on est attaqué, si on vous tire des flèches ou des carreaux d'arbalète, eh bien, vous tombez dans l'eau. Et bien, la première chose que vous faites quand vous avez une épée, ben, vous en débarrassez, parce que ce n'est pas le genre pratique pour nager. Hein. Donc, on s'en débarrasse, et ce sont longtemps plus tard, on les retrouve au fond de la rivière. Donc ici, vous avez des épées un peu particulières. Hein. Donc, celle-ci se tenait à 2 mains, et c'est une épée qui permettait de piquer. Donc, ça veut dire qu'elle sert à piquer un adversaire qui est dans une armure. Il faut donc viser les yeux, la bouche, le cou, le dessous des bras. Donc il faut que ça soit fin pour pouvoir le blesser. Parce que partout ailleurs, on ne peut pas traverser. Hein, c'est du métal. L'autre, elle est tranchante. Elle a 2 tranchants. Donc là, c'est fait pour couper une tête, un bras, une main. C'est la guerre. Hein, voilà. Et puis on trouve aussi beaucoup de pointes de lance. Là aussi, c'est un instrument qui sert... Alors, il y a les gens qui ont les épées, ce sont les chevaliers,
les gens qui appartiennent à une classe supérieure, et puis ils sont aidés de gens qui tirent à l'arc et ou qui se battent avec des avec des lances. Et bien donc vous avez là des lances qui ont été trouvées là aussi dans ce secteur. Et vous voyez, vous avez 10 cm, hein, donc ce sont des objets très importants. Certains sont équipés d'une butée. Ça veut dire que quand vous traversez un corps, il vaut mieux pouvoir ensuite sortir l'instrument, parce que vous en avez encore besoin. Donc il y a une butée qui permet d'éviter que l'arme traverse complètement le corps. Hein. Donc vous voyez, ici il y a une butée, ici aussi. Celle-ci n'en a pas. Mais là, vous voyez, il y a une butée aussi, de manière à pouvoir récupérer son instrument rapidement, car en général, on se bat. Ah, alors voilà, oui. Donc, dans les documents que nous trouvons en rapport avec la rivière, alors je ne peux pas vous en présenter parce qu'on a un petit problème pour retrouver cet objet. Le musée d'archéologie de Villeneuve ayant été brutalement déménagé assez récemment, donc on ne peut plus accéder aux objets. Les dragues ont remonté des coquillages. Alors des coquillages marins, c'est-à-dire des buccins, c'est-à-dire des gros coquillages dont l'extrémité a été ouverte. Ce sont des trompes de brume. Donc ça, c'est relativement courant. On en a trouvé dans la rivière, plusieurs. Quand on est comme un jour aujourd'hui, ou quand on ne peut pas trop voir ce qui se passe sur la rivière, les pilotes de gabarre sont obligés de se manifester pour savoir où ils sont et ne pas se rentrer les uns dans les autres. Donc ils sonnent dans des cornes de brume. Ces cornes de brume, ce sont des coquillages marins. Et puis on exploite les archives. Vous avez en Lot-et-Garonne, le Lot a fait l'objet de différentes études déjà. Alors, bien sûr, les études récentes, les thèses de certaines personnes comme Delvy, les historiens bordelais, ici, la vallée du Lot, dans laquelle nous avons participé, eh bien, donc, mais très tôt, on s'est préoccupé de savoir comment exploiter la rivière. Parce que la rivière, quand elle coulait naturellement, eh bien, il y a une partie de l'année où il n'y a pas d'eau. Donc, évidemment, quand il n'y a pas d'eau, ben, il n'y a pas de circulation de gabarre. Hein. Donc, on a des cartes postales de Villeneuve où on voit très bien qu'en été, avant qu'on ait mis le barrage de Castelmoron, eh bien, il n'y a pas d'eau. On traverse la rivière pratiquement avec de l'eau aux genoux. Donc, on ne peut pas naviguer pendant une partie de l'année. D'où l'intérêt de l'État, du royaume, d'essayer de trouver le moyen de monter les niveaux d'eau pour avoir de l'eau. Donc on va faire un certain nombre de paissières, de passes. Dans un premier temps, on va installer des barrages qui sont constitués de poutres, de madriers, de bois tressés, qui vont permettre de surélever un peu le niveau de l'eau avec une passe, une paissière, qui va permettre que les gabarres puissent passer avec assez d'eau pour continuer la navigation. Et avec des pics, on arrivait à s'éloigner, à se maintenir le long de cette passe. Il y a en dessous de Saint-Sylvestre, un petit peu plus loin, un lieu qui s'appelle la Paissière. Et moi, je l'ai connu dans ma jeunesse, j'allais pêcher. À cet endroit-là, il y avait le mur dit de Toury. Ce mur de Toury, on ne le voit plus. Mais c'était un mur qui resserrait l'eau au milieu de la rivière de manière à avoir assez d'eau, d'épaisseur d'eau pour pouvoir naviguer. C'était nécessaire pour la vie des gens. Hein. Et puis les archives qui sont à Agen et à Bordeaux, qui portent l'inventaire général du cours de la rivière et de ses rives au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. On a de très beaux documents. C'est à ce moment-là qu'on va mettre en place des premiers barrages, des grands moulins sur la rivière. Jusque-là, les moulins sont plutôt sur les ruisseaux, hein, mais pas sur la rivière. Là, les grands moulins, comme le moulin de Gajac à Villeneuve en particulier, eh bien, on fait un barrage. Et on fait un passage, bien sûr, une écluse, parce qu'il faut bien faire passer les gabarres. Alors, on a des endroits très intéressants, comme ici,
à Rigoulières, donc un petit peu plus haut que Saint-Sylvestre, où on a un château, et on a encore la maison et l'écurie du passeur. Donc c'est ce que vous voyez là. Hein. Ce sont des bâtiments qui existent encore et il y a encore pas mal d'informations concernant la maison du passeur, celui qui, avec sa barque, faisait traverser les gens et puis qui donnait un coup de main aussi aux tireurs de cordes, parce que on tire les gabarres pour les remonter. Hein. Quand on est à contre-courant, il faut les tirer. Il faut donc un chemin de halage. On les voit quasiment plus. Notre goût pour la nature est très intéressant, mais on laisse pousser les arbres n'importe où. Donc maintenant, on ne peut plus aller un bateau. On ne voit plus rien. Les bords de rivière se couvrent. Ils étaient entretenus autrefois. Maintenant, on a des peupliers partout et on ne pourrait plus aller une gabarre. Pendant des siècles, on l'a fait, mais on ne peut plus le faire. Attention, la rivière est un lieu qui était entretenu. On ne l'entretient plus. Donc voici la maison du passeur. La voici, c'est quand même un beau monument. Hein. C'est un des rares conservés sur la vallée. Ça mériterait d'être d'ailleurs peut-être restauré, parce que c'est quand même un très beau, très très beau document. Alors, je reviens ici. On possède les relevés qui ont été faits donc entièrement à la main et qui sont conservés aux archives départementales à Agen. Donc, mon collègue Daniel Chabreau, qui travaille là-dessus, donc a rajouté donc les informations, parce que ici, par exemple, vous avez marqué le passage. Donc, ce n'est pas toujours très lisible. Et ici, la maison du passeur. Donc, le passage se faisait comme ça, et on a la maison de celui qui était payé, qui se faisait payer pour faire passer les gens. Donc ces images que l'on a de ces relevés qui ont été effectués tout au long du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, ces documents sont assez remarquables, ils sont tous dessinés, tout mis en couleur même, hein, et nous donnent l'usage qu'on fait des bords de la rivière. Et donc on va voir, on a Rigoulières, on a Lustrac, voilà, nous sommes à Lustrac, donc un petit peu plus haut, en remontant la vallée. Et donc, vous voyez la qualité de ces dessins, qui sont à la fois la représentation, bien sûr, des berges. Je vous rappelle qu'ici, c'est de la falaise. Ici, vous avez le château de Lustrac, l'écluse, un barrage et un fort dépôt de rochers qui a l'air de poser problème, donc qui est bien représenté ici. Ici, nous sommes sur un dessin qui remonte au XVIIe siècle. Donc, il y a un barrage comme ceci, puis apparemment, on avait fait une passe. Ici, vous voyez la passe. Donc, il y a un barrage, mais qui n'est pas complet. On peut encore passer les gabarres par ici. C'est une interprétation qui est donnée. Et vous voyez, c'est une construction qui est, sur ce dessin, différente de celle-ci, ce qui laisse supposer qu'à un moment, on a changé dans les réalisations ou dans les projets. Bien sûr, le château qui est lié au moulin de Lustrac. Voici Lustrac sur un autre plan. Alors celui-ci est du XVIIIe siècle. Alors donc c'est un très beau document. Ici, nous avons les terres qui appartiennent à l'abbaye d'Aix. Les moines de l'abbaye d'Aix à Villeneuve possèdent des terres ici à Lustrac. Alors pourquoi, comment? Sans doute des donations. Des donations, peut-être les seigneurs du château ont-ils fait des donations à l'abbaye. Ça se faisait beaucoup, ça permettait d'acheter le paradis, en tout cas on pouvait l'espérer. Et donc ici, nous avons les équipements de l'écluse, du moulin, que nous allons revoir. Donc on s'approche, voilà, donc le château, le moulin, et curieusement, donc beaucoup d'enrochements dans la rivière, et puis vous voyez, un premier barrage, et un autre ici, qui a été ajouté. Alors est-ce que c'est vraiment pour empêcher que les gabarres se précipitent, suivent le courant et se précipitent vers les rochers, et donc les obliger à passer par l'écluse? Voilà de plus près. Vous voyez, ces documents sont intéressants parce que
il y a plein d'informations. Vous avez toutes les maisons. Vous avez ici des jardins et chenevières. On cultive le cannabis, hein, bien sûr, le chanvre, qui sert à faire les toiles de sac. Et le chanvre est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, une terre très lourde, très riche, et de beaucoup d'eau. Donc, vous voyez, c'est indiqué. Voilà. Et le moulin et l'écluse, que l'on connaît encore, hein, donc qui est encore visible. Mais voyez la protection de l'enrochement qui est ici, qui n'ont pas su libérer. En fait, la falaise qui est ici, sur le côté droit, en fait, côté sud, devait s'effondrer régulièrement, donc il n'était pas équipé pour gérer ce genre de choses. Voilà, et donc la représentation du château, de l'église, et puis des jardins des différentes personnes qui exploitaient le site. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. Je voulais simplement, à travers ces quelques images, vous montrer qu'il y a beaucoup de possibilités d'étudier le passé de la rivière. Ce passé très riche a un petit peu intéressé des gens, quelques thèses, quelques travaux qui se sont déroulés sur cette rivière, mais peu. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Le fond de la rivière, on ne le connaît pas. Il en est parti une bonne partie avec les dragages effectués pendant de nombreuses années. Le cours du Lot entre Saint-Sylvestre et Castelmoron a été abaissé d'environ 5 mètres. 5 mètres de graves, de sable qui sont partis. Au fond de la rivière, on se trouve sur le fond naturel de sol, c'est la molasse de la Genée, c'est le grès, molasse. Et c'est encore là, dans les fissures de ces rochers, que l'on peut encore trouver des objets archéologiques et des objets encore au fond de la rivière. Mais il se produit un phénomène dont on parle de temps en temps, c'est que le fait d'avoir vidé le fond de la rivière de son gravier, eh bien, les berges, maintenant, suivent un mouvement descendant vers la rivière. C'est très visible du côté d'Haute-Rive, Pinel-Haute-Rive, où on voit bien que les bords de la rivière, les berges, sont en train de descendre dans la rivière. Et donc, des gens qui avaient construit quelques chalets au bord de la rivière finiront par être les pieds dans l'eau, parce que c'est inévitable. Hein. C'est la descente inévitable. Le sol est en train de combler le fond de la rivière. Donc, voilà, ça c'est l'usage de la rivière par les hommes. On est un peu tous responsables, hein, parce qu'on a tous une maison. Voilà. Et Jean-François, vous avez apporté cet objet? Oui, ben voilà, c'était pour vous montrer, puisque celle-ci n'est pas encore au musée. Donc, vous voyez ce qu'on peut trouver dans une rivière. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est quoi? C'est une épée. Elle est probablement du XVIIe siècle, mais d'une fabrication locale. C'est pas une grande œuvre d'art, mais elle a été utilisée et perdue dans la rivière. Elle a eu de la chance, elle s'est enlisée, elle s'est enterrée au fond de la rivière très tôt, ce qui fait qu'elle ne s'est pas dégradée. Alors c'est le cas d'un certain nombre d'objets. En fait, il y a un phénomène qui se produit au fond d'une rivière, c'est que quand un objet tombe au fond de la rivière, sur le sable, eh bien, ça provoque une bosse. Et le courant d'eau, arrivant sur la bosse, passe au-dessus de l'objet et redescend derrière. Et en redescendant derrière, pendant des mois et des mois, hein, creuse un trou ici. Et le courant d'eau, en faisant ce mouvement, enlève le sable, parce qu'il y a une mini-chute d'eau qui se produit derrière l'objet. Et au bout d'un moment, ben, l'objet, il bascule dans le trou qui est en train de se faire. Et il s'enlise, il disparaît. Et c'est pour cela que ces objets sont souvent en très bon état. Voilà le phénomène naturel qui se produit au fond de la rivière. Hein. Alors vous voyez, c'est remonté, là on a eu de la chance, hein, parce que ce sont les dragues qui remontent tout ça, qui remontaient, hein, puisque ça fait 50 ans hein, qu'on n'a plus le droit de draguer la rivière. Mais quelquefois, l'épée a la chance d'être bien attrapée par la drague, ce qui fait qu'elle n'a pas été tordue. Beaucoup de ces épées sont souvent pliées, tordues, cassées par le système d'exploitation des sables.
Oui, 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 c'est solide, hein. Elle en a vu d'autres, hein. Voilà. Alors après, ben, ça a servi pour faire la guerre, hein, c'est bien sûr. Et ce sont des objets qui ont peut-être tué, effectivement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, le temps a passé. Non. Voilà. Mais sachez quand même qu'on s'est battu, bien sûr, pendant la guerre franco-anglaise, pendant la guerre de 100 ans. Mais ici, on s'est battu beaucoup parce que vous êtes sur un territoire où catholiques et protestants se sont entretués pendant des années. Hein. Vous êtes ici au cœur des guerres de religion. Et donc ici, beaucoup de gens sont morts pendant cette période-là. Et beaucoup de gens étaient armés et se défendaient comme ils pouvaient. Donc ça implique donc des manipulations d'armes, et on peut en retrouver effectivement. Et puis on s'est à nouveau battu encore dans la région, vers 1653, eh bien c'est ce qu'on appelle la Fronde. La Fronde, c'est une partie de la population française va se révolter contre le roi et surtout contre le cardinal de Mazarin, que tout le monde déteste, d'abord parce que c'est un Italien, et qu'ensuite c'est lui qui élève le roi, le jeune roi Louis XIV qui a 10 ans. Hein, et peut-être fréquente-t-il la reine aussi. Ça, ce sont les mauvaises langues. Mais le cardinal de Mazarin, qui est un homme d'État, gère le pays et entend prélever l'impôt là où il y a de l'argent, chez les riches. Et ça ne leur a pas plu. Donc c'est la Fronde. Mais des villes comme Villeneuve se révoltent contre le roi, contre Mazarin. Et donc on va résister pendant 1 an. Les Villeneuvois vont s'enfermer à l'intérieur de la ville, hein, avant de se rendre. Il en est comme ça de plusieurs villes de la région. Et Mazarin envoie l'armée royale un peu partout. L'armée royale va faire le siège de Villeneuve. L'armée royale va essayer de trouver de quoi manger, parce que naturellement, tout le monde essaie de récupérer la nourriture dans les champs partout. Hein. Et donc, ça veut dire des gens qui se promènent avec des armes et qui de temps en temps, les perdent. Hein. Et donc, la rivière est en particulier très bien représentée sur une peinture murale dans un château ce qui donne sur la vallée, qui n'est pas bien loin d'ici, où on voit Villeneuve représentée, assiégée par les troupes royales. Et on voit le dessin de la rivière. Et on voit, parce que dans les textes, l'armée royale française a voulu faire un pont, parce que les Villeneuvois avaient le pont chez eux, à l'intérieur des murs. Et l'armée royale était des deux côtés de la rivière et ne pouvait pas communiquer. Donc on envisage de faire un pont. Donc on voit sur cette peinture qu'on est en train d'abattre des arbres pour pouvoir faire un pont. Voilà, donc c'est une période très intéressante que l'on est en train d'étudier beaucoup plus maintenant. C'est vrai que ça, à travers les documents qui existent encore. Ce que fait l'archéologue et l'historien de terrain, c'est ça. C'est qu'on travaille et on interprète les objets que l'on a trouvés. Merci. Merci.